Hello les incroyables, la team incroyable, c'est le bonus. Si tu n'as pas encore vu l'épisode qui est sorti dimanche dernier avec Cher et qui est le pédiatre 2.0, moi c'est comme ça que je l'appelle maintenant. Si tu veux. Va voir l'épisode ou va l'écouter, il est disponible sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Et là c'est le bonus. Et le bonus, avec Cher, j'avais envie qu'on aille un peu plus dans les anecdotes, tu vois. Et je voulais te demander, déjà c'est ça, en tant que pédiatre, c'est quoi les moments, les anecdotes qui t'ont le plus marqué? Tu vois, peut-être que ce soit des mythes que tu as rencontrés et que tu ne t'attendais pas à découvrir ou autre. Et surtout, je voulais te demander en tant que pédiatre, parce que tu l'as effleuré quand on a fait la discussion de l'épisode, ton premier accouchement. Ah. Moi, je serais curieux de savoir, c'est comment le premier accouchement quand tu arrives en pédiatrie, que tu n'en as jamais fait. Alors, bon, Tu peux? Oui, bon, en fait, le premier accouchement, je ne l'ai pas eu en tant que pédiatre. Ok. J'ai eu dans mon premier stage de gynéco. Ok. C'était en 2012. Ok. Et... Parce que moi, je te dis, hein, Ouais. moi, les accouchements, je les ai toujours vécus de loin. Sérieusement. Moi, il y a eu 2 accouchements. Oh. Quand le gynéco, toute l'équipe est arrivée, qui s'est mis en place, le gynéco m'a dit, viens. J'ai dit, non, faites votre boulot tranquillement. Vous inquiétez pas, je m'occupe de la porte, de m'assurer qu'il n'y a personne qui rentre. Vous inquiétez pas. Ouais, tu vois? Je peux pas être là. Non, mon premier accouchement, c'était assez magique. Hein. Hein? Moi, je l'ai vécu. D'ailleurs, je t'ai dit, j'ai voulu être gynéco. Oui, c'est vrai que tu disais que tu voulais être gynéco. Parce que justement, quand j'étais en salle d'accouchement, moi, j'ai adoré recevoir une maman en souffrance. Bon, en tout cas, en souffrance. Oui, hein, alors, parce que... Ouais, quand il y a les contractions, mon ami, et en fait, elle rigole même pas. quelques minutes après, d'ailleurs, j'ai une anecdote pour toi. Uh-huh. J'ai rencontré une maman lors de ce stage. Bon, je réponds à ta question. En venant ici, ma femme m'a dit, réponds à la question. Uh-huh. Tourne, réponds à la question d'abord. Oh, Là, je réponds à la question. Oh, Cher. Non, c'est-à-dire que tu sais, il a tellement bien travaillé que là, tout de suite, j'ai pas répondu à la question. J'ai dit, attends, je réponds à la question. à la maison, chez moi, j'ai la spécialiste de faire le tour comme ça. Ah. Bon, c'est pas grave. Avant C'est de- l'anecdote alors. C'est l'anecdote. L'anecdote, c'est une dame qui arrive à Philippe Senghor, qui fait l'accouchement le plus long auquel j'ai assisté, parce que je suis de garde. Elle arrive, elle n'a pas accouché. Uh-huh. Je fais la journée, je rentre chez moi. Uh-huh. Je reviens, elle n'a pas accouché. Oh la pauvre. Je reviens le matin. Elle accouche enfin. Et durant tout son accouchement, elle dit plus jamais son mari va la toucher. Et en fait, vous devez Non, voir des elle dit c'est dingueries. mort parce qu'elle avait déjà accouché. Elle dit non, plus jamais. Jamais. Elle a pleuré toute la période d'accouchement. Elle a pleuré, elle dit non, ça c'est plus jamais de sa vie qu'elle va se retrouver dans une position pareille. Et le moment magique, c'est quand le bébé il sort, on pose le bébé, et tu sais, les sages-femmes, c'est des vicieuses quoi. Elle vient l'avoir, elle dit alors, tu auras un autre enfant? Et là, c'est là que tu fais la magie de l'accouchement. La dame, elle a oublié. Elle a Elle oublié. a oublié tout ce qu'elle vient de dire là. Elle dit bon, on verra. Et les gens disent non, tu n'oses pas dire, on verra. Ça fait 3 jours que tu répètes que toi, plus jamais même. Non, mais Ton 3 jours. mari te touchera. 3 jours, ouais. C'est le truc le plus long que j'ai eu à vivre. D'ailleurs, je me disais, mais pourquoi on ne le perd pas celle-là? Oui. Je me disais, il n'y a pas d'indication. En fait, elle n'était pas vraiment en travail. C'est qu'elle était. Et on ne voulait pas la chasser. Bon, bref, c'était. Voilà. Bon, à l'époque, je comprenais moins les choses. J'étais étudiant, j'étais en 5e année. Donc, je n'avais pas toutes les infos. Moi, je venais pour faire mon truc, pour aider. Et comme j'aidais beaucoup, j'étais très Volontaire. volontaire. On me donnait beaucoup de boulot. C'est pour ça que j'ai adoré la spécialité. J'ai cru que j'étais né pour être un gynéco. Mais bon, ça m'a fait rencontrer pas mal de gens avec qui je travaille aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Donc, comme quoi, c'était Y a pas de hasard. magique, il n'y a pas de hasard. Et mon premier accouchement, comme tu dis, c'était assez. J'ai toujours été très dégourdi des mains, en fait. C'est pas pour rien que je taquinais en disant que mon père avait prévu que ce soit un tireur de chaussures. J'aurais raté ma vie parce que je suis très dégourdi. Et quand je suis arrivé à l'accouchement, on m'a expliqué, tourne la tête, clac, clac. Et puis j'ai fait l'accouchement, quoi. J'étais fier. Là où je galérais, c'était pour recoudre. Parce que j'ai galéré, quoi. On me dit enlever, tiens, comme ça. Bon, j'y arrivais pas. Mais les accouchements, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait au moins une 30aine à l'époque. Quand j'étais en 5e année. Je me suis même habillé pour faire aide césarienne. Parce qu'il y a un soir, ils avaient tellement opéré les pauvres. Je me souviens, il faisait 4h30 du matin. Tout le monde était dead. Et il y a le gynéco. Ils sont plusieurs à faire la garde. C'était 4, je pense. Et il y en a un qui rentre dans la salle. Il dit, il y a une indication. Tu vois, les autres, ils font les morts, quoi. Et moi, je suis là. Et il y a Lionel qui dit, bon, prends le jeune là. Il est chaud. Il a l'air encore en forme. Il me regarde. Il dit, ouais, c'est vrai que toi, tu es tout le temps là, toi. Tu es déjà allé au bloc? J'ai dit, ouais, je viens toujours, je regarde. J'ai dit, hey, tiens, on y va. Il me dit, tu connais le nom des instruments? J'ai dit, je connais tout. Parce que justement, j'étais à l'hosto. Et on y va, et on fait une première césarienne, et que j'ai pas du tout kiffé. C'est un geste que j'ai pas aimé. Surtout quand il fallait tirer, là.
J'ai compris que bon, moi, gynéco, j'ai douté en ce moment-là. Et quand je suis arrivé dans ma salle d'accouchement, dans ma salle de néonat à Basnao, qu'on m'a amené des bébés et que j'étais à la partie réanimation, et un truc qui s'est pas dit durant le... Les bonus sont pas mal. Hein. Un truc qui s'est pas dit, c'est que c'est fou hein, de le dire comme ça, mais c'est comme si j'ai ressenti que j'étais à ma place un jour où la réanimation ne s'est pas passée comme prévu. C'est-à-dire quand j'arrive à Basnao, sur mes 4 mois, on parle du genre, je crée un mythe du genre qu'un bébé qui arrive dans mes mains, il ne meurt pas. Et les gens me font croire ça, en fait, au point où dès qu'il y a un accouchement, il y a plaisir. Et du coup, ça me monte à la tête. Parce que comme tu as vu mon parcours, j'étais pas celui qu'on allait chercher et tout. Donc là, j'arrive quelque part, on vient me chercher, on vient me poser. Et donc, du coup, ça monte à ma tête. Je commence à être prétentieux, on va dire, dans le sens où je réanime bien. Et bon, après, je réanimais quand même bien parce que j'allais vraiment à fond. Et ce jour-là, je me souviens, je reçois un bébé. Je suis très confiant parce que son cœur bat et tout. Donc, je n'ai pas de pression. D'ailleurs, je réanime presque. J'ai une aide. Je me mets à travailler. Je mets mon chrono, je travaille et tout. Je m'y mets. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Et j'ai comme un fou rire là, tout d'un coup. J'ai un fou rire et même l'équipe pense que c'est bon. L'enfant, tout va bien. Et là, je dis, bon, heure de décès. Dans mon fou rire, je m'arrête, je dis, bon, heure de décès, 23h02. Il dit, mais toi, tu rigoles, tu parles de décès. J'ai dit. Et en fait, je ne peux pas leur parler parce que ce que j'ai ressenti lors de cette tentative de réanimation là, c'est le jour-là, je suis que je ne quitterai pas la pédiatrie. En fait, c'est bizarre. J'ai pas parlé de sensation divine, mais en tout cas, sur ce coup, le jour-là, je ne me suis pas senti seul en fait dans ces réanimations. Et c'est comme si on m'a posé une main pour me dire, écoute, ça a marché depuis. Hein. C'est pas que toi, là. Tu n'es pas ici. On parle de vie en fait. C'est pas que toi qui règle le problème. Comme c'est pas que des fois les patients ils viennent me raconter des histoires. J'ai dit, le médecin il a une obligation d'action. N'oubliez jamais que c'est pas Dieu. On fera pas de miracle. On fera des trucs qui vont passer comme des miracles. Parce qu'à vos yeux, on est avec la vie, on fait des choses. D'ailleurs, il y a des grands-mères aujourd'hui. Peut-être un jour, je vais faire une vidéo avec des grands-mères qui parleront de moi comme d'un Dieu. Que Dieu me pardonne de dire ça. Parce qu'elles m'ont vu réanimer leur petit-fils en sa naissance. Je comprends ce que tu veux dire. Elles ont vu l'enfant sortir bleu. Elles m'ont vu pendant 30 minutes être sur l'enfant. Donc, quand elles accompagnent leur enfant en consultation, dès que la mère fait, tais-toi. Cher parle. J'ai ça avec des grands-mères. Parce qu'elles étaient là. Et donc, tout le temps, elles disaient, le jour où toi, tu es né. Parce qu'elles ont vu que l'enfant est sorti. Ça n'allait pas aller. Et les gynécos, souvent, même sont en panique. Ils te disent, non, travaillons. Et à chaque fois, je suis toujours très souriant. Et j'y vais, mais c'est pas facile. Moi, tu vois, je pense que je suis trop sensible ou je sais pas, par rapport à ça. Mais tu sais, comment tu t'orientes vers la réanimation? C'est toi qui choisis de faire cette spécialisation? On te met dedans? En fait, la pédiatrie, tu fais tout. Tu dois toucher à tout. Tu fais tout. D'accord. Là, ça fait rire. J'ai eu à faire du bouche à bouche à un patient en cabinet un jour. Parce qu'il arrivait... Il ne vivait plus. Et comme c'était un cabinet, je n'avais pas tout pour réanimer. Depuis lors, j'ai tout mis. Parce que tu ne sais pas qui arrive ici, comment il arrive. Et en pédiatrie, en fait, tu fais tout. Ça, dans la spécialité, est très dur. Souvent, les jeunes, quand ils me demandent la pédiatrie, il y a beaucoup d'argent. J'ai dit, ouf, les gars, il y a beaucoup de travail. Parce qu'expliquer, écrire, expliquer, réexpliquer, répondre, expliquer la même chose du matin au soir, heureusement que moi, je parle trop. J'ai pas de problème. Je vais répéter la même chose. Des fois, il m'arrive quelqu'un soir, l'autre rentre. Je dis, mince, j'aurais su. Je vous ai pris en deux. parce que c'est reparti. Et en fait, une autre anecdote, il y a un petit, d'ailleurs, chaque année, sa mère m'envoie une photo. C'est un petit que j'ai réanimé 3 fois. 3 fois. Et la dernière fois qu'il décide, lui, d'être réanimé, on avait à Basnao décidé de nettoyer notre néonat. Donc, du coup, on a sorti. Il ne restait que lui. Ça fait 3 mois qu'il était là, le petit là. Sa maman s'appelait Kamikaze. Donc, c'était assez marrant. On dit que le petit, c'est un kamikaze. Et du coup, on le sort de la salle, on l'amène dans une chambre parce qu'on doit nettoyer, parce qu'il était quand même bien. Et là, c'était à côté de la salle de garde pour qu'on puisse bien le surveiller. Moi, je sors vite fait. La mère m'a dit, il ne respire plus. J'ai dit, oh, arrête. Lui, il va bien. Ouais, j'ai fait comme ça. Et puis, il y avait du monde, en fait. Peut-être le jour, c'est ça qui a croyé ça. On était venu le voir, fait qu'il n'était pas en néonat. Toute la famille était venue le voir. Je fais comme ça. Je m'approche.
Je pose mon seau d'eau. Je dis, hey, le con, il respire plus. Et là, c'est parti. Je cours partout, on l'a réanimé. On l'a réanimé. Il vit, hein. Aujourd'hui, il a 10 ans. Machallah. Et c'est ça qui fait plaisir, justement, parce que c'est un petit. Il fallait être là quand il a. Non, c'est sûr. Ça doit te faire du bien au cœur de voir cet enfant qui a 10 ans et de savoir, oui. Tu vois, oui. Non, j'en ai beaucoup. Quand je te dis, j'en ai reçu presque 1000 en 2019 et 2000. C'est des patients que je suis encore aujourd'hui. Il y en a que je mets souvent sur ma page parce que... j'ai vu une petite fille... ça, c'est une que j'ai reçue. Et d'ailleurs, justement, c'est marrant parce que c'est une autre anecdote en pédiatrie. Des fois, il y en a qui m'écrivent, qui me disent que leurs enfants ne sont pas à l'aise avec leur pédiatre. C'est quelque chose de naturel. Cet enfant, de 0 à 6, elle gazouillait. Après, elle a crié. Une fois, je l'ai reçue à Dantec. Oh, elle a tellement pleuré que le gardien est venu demander qu'est-ce qui se passe. T'imagines dans la pédiatrie, on va demander qu'est-ce qui se passe, tellement elle crie. Et à 2 ans, je sors du bureau, je la vois, elle court me faire un câlin. Alors, ça fait 1 an qu'elle crie. Et c'est parti. On est potes maintenant. Et je dis ça souvent aux patients. Il y a une anecdote aussi. Ça, c'est un patient que j'appelais Evil Beauty. Elle est tellement Evil Beauty. Elle est trop jolie. Mais dès que je la vois, c'est parti. Elle va tellement crier. C'est diabolique. Oh, c'est diabolique. Je dis, elle, c'est... Chaque fois, je dis, comment elle va Evil Beauty? Bon, aujourd'hui, c'est ma pote. Hein. Mais durant cette phase de sa vie, dès qu'elle me voit, elle est toute rouge parce que déjà, elle était claire. Donc, c'est parti. Quand sa mère m'appelle, et donc, du coup, c'est ce qui se passe avec cette fille. Sa mère voyage, la laisse à sa grand-mère. La fille tombe malade la nuit. La grand-mère lui amène d'aller faire le gant. Elle dit à la grand-mère, est-ce que tu as appelé mon pédiatre? Les enfants. Elle dit, bois ça. Elle dit, tu sais, moi, j'ai un pédiatre. Tu l'as appelé avant de me donner ça? Et la grand-mère n'en revient pas. Et elle insiste, la grand-mère, le matin, elle se lève, elle amène l'enfant en pédiatrie. La fille lui sort le Evil Beauty. Elle dit, moi, c'est docteur Cher qui me voit. Donc, du coup, elle appelle sa fille avec décalage horaire. Elle était en Canada. Quand elle arrive au cabinet, elle me dit, ah, c'est toi. C'est toi le coupable. Je lui dis, oui, c'est moi que j'ai fait. Elle me dit, depuis, je l'ai amenée chez le docteur, elle a fait une scène, qu'on ne la voit pas. Donc, elle arrive, elle monte sur la table, elle tout. Et ce qui est fou, c'était la première fois que cette fille arrive chez moi sans pleurer. Ce jour-là. En fait, la grand-mère, qui pense que cette fille est fan de moi, sa maman a eu l'histoire. Elle dit, elle comprend pas parce qu'elle, à chaque fois qu'elle l'amène, elle pleure chez toi. Et c'est ce que je leur dis. En fait, il sait très bien. C'est comme les légumes. Elle sait très bien que c'est moi qui les soigne. Donc, du coup, quand ils sont pas bien, ils viennent me faire leur show. Ils savent qu'au fond, parce que eux, contrairement à nous, ils ont un médecin traitant. Toi, tu n'as pas forcément de médecin traitant. Ouais. Toi, tu peux aller voir n'importe quel médecin. N'importe qui. Eux, en fait, depuis qu'ils sont nés, ils vont à la même personne. Ils ont leur même référent. Même référent. Donc, du coup, dans leur tête, ils ont eu leur phase de ne me touche pas, ne me déshabille pas. Oui, c'est normal. C'est des humains. On est passé par là. Et après, ils ont leur phase de c'est lui qui me soigne. Depuis que je suis né, je ne connais pas quelqu'un d'autre. Donc, quand tu veux mettre quelqu'un d'autre dans l'algorithme, ils ne sont pas d'accord. Et ils te le font vite savoir. J'ai beaucoup d'histoires comme ça d'enfants qui sont arrivés chez moi sans pleurer du jour au lendemain. Il y en a une qui s'est cassé le bras sur une balle de basket. Et puis c'est fou, j'ai même la vidéo, peut-être parce qu'il jouait. Elle roule sur la balle de basket. Et tu entends et le cri qui n'est pas trop bruyant. Et l'enfant te fait un oui, tu sens que oh là là, c'est parti. Et elle arrive aux urgences. Elle dit, ah non, je veux docteur Cher. Elle a dit, toi, qu'est-ce que tu racontes? Chaque jour, tu vas là-bas, tu cries comme pas possible. C'est son référent. Et le jour-là, elle devient. Et depuis ce jour, quand elle vient, elle crie plus. Et c'est comme ça avec beaucoup de patients. C'est pour ça que quand les gens m'interpellent, quand ils me voient avec d'autres patients, ils disent, non, lui, il est cool avec les enfants. J'ai dit, oui, ça, c'est les réseaux. Je vous montre les gens avec qui je suis cool. Mais il y a plein d'enfants. Ils arrivent, dès qu'ils voient le cabinet. Ce matin, j'ai brunché avec un patient, c'est pareil, elle était avec sans son père, m'a vu me faire un câlin. La mère lui dit, si tu savais comment eux deux, ils ont commencé. Parce qu'en fait, c'est ça, à force d'y retourner, ils viennent, ils sont pas bien, ils rentrent, ils sont bien. Ils disent, ah, lui, il me fait du bien quand même. Donc au final, ils croient, et ils y croient. Et ils sont vraiment bien. Et des fois, rien que le fait de venir, il y en a d'autres qui vont t'appeler, ils sont loin. Docteur, s'il te plaît, parle à ma petite, parce qu'elle a rien. Mais depuis hier, elle veut venir chez toi. Donc, elle commence à raconter des bobards. Ça, c'est le meilleur des compliments. Du coup, là, je suis obligé de prendre, oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as mal au ventre? T'as mangé quoi? J'ai dit, bon, ok, pas va te donner quelque chose. Ça va aller. Ça, c'est le meilleur des compliments. C'est le meilleur des compliments. Et c'est des choses, quand ça t'arrive, tu es content, en fait. Et il y en a qui disent, qu'est-ce que tu as donné à mes enfants? Pourquoi chaque fois, ils veulent venir te voir. Il dit, bah, à chaque fois qu'ils sont dans le bureau, tu es avec eux. Il se passe rien. C'est leur moment, eux. Et il y a d'autres qui vont dire ça. J'aime bien parler de ça aussi. Parce que des fois, les parents ne comprennent pas pourquoi l'enfant il est malade jusqu'à quand ils arrivent dans le bureau. Dans la salle d'attente. Et je leur dis, vous savez,
le lundi matin, vous n'êtes pas avec tu n'es pas avec ton père, tu n'es pas avec ta mère. J'arrive à ça, je vais te raconter une histoire de mon père. Mon père, il est dans d'une grande famille. Et il me dit un jour qu'à l'époque, quand il voulait passer du temps avec son père, son père rentrait à midi. Donc lui, il allait se mettre au soleil à midi. Se poser au soleil. Pendant 1 à 2 heures de temps. Pour bien être chaud. Comme ça, quand son père venait, il allait à côté de lui. Il disait rien. Juste pour qu'il sente qu'il a de la fièvre. Il a la fièvre, ouais. Et là, c'est les seules fois où son père l'amenait à l'hôpital parce qu'il travaillait à Principal. Et il passait un après-midi et ils rentraient ensemble. C'est les seules fois où il pouvait parler avec son père 1 heure de temps. Parce que son père, lui, il a 40 frères et sœurs. Bon, c'est une grande famille. Et du coup, quand les gens me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la nuit ils ont souffert et que le matin, l'enfant est dans la salle d'attente, il court partout, j'allais dire, mais est-ce que vous réalisez que lundi matin, être avec son père et sa mère depuis 8 heures, attendre un pédiatre 2 heures de temps pour un enfant, c'est béni. Parce que s'il n'est pas malade, il n'a pas ça. Non, c'est peut fou, être en vacances, il n'aura pas 2 heures de temps avec son père et sa mère dans une salle. En fait, c'est fou parce que c'est tellement logique quand tu le dis, mais on n'y pense pas, tu vois. On ne se dit pas que l'enfant peut déclencher un mécanisme comme ça juste parce qu'il veut être avec... Et quand il est là, il est bien. Il a son père, il a sa mère. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tes petits soins. Parce que au jour le jour, les enfants d'aujourd'hui, ils souffrent. Moi, j'ai mis le mien à la crèche à 11 mois. Mon père était fâché. Il dit, un enfant à 11 mois à la crèche. J'ai dit, que quelqu'un vienne ici me dire, c'est lui qui gère mon gosse de 8h à 17h chaque jour, que je puisse travailler. Si un grand-parent vient me dire ça, je le laisse ici. Je le paie même. Personne n'est venu. Il dit, non, c'est plus simple pour moi de me lever, de sortir de la maison. Je sais qu'il dort jusqu'à 10h. Je n'ai pas envie de le réveiller à 7h. Sa mère le réveille sur lui pour qu'il prenne le bain, pour qu'on s'éclate dans la voiture, qu'on lui met son son favori pour qu'il puisse arriver à l'école. Il me regarde avec un regard noir. J'ai fait 3 semaines là de rentrée pour que mon fils me dise au revoir pour la première fois. Parce que depuis la rentrée, là, je le dépose. Dès qu'il voit le rond-point, on arrive à l'école. Non, c'est pas des pleurs, hein. Il a une mine très spéciale que je photographie chaque jour. Dès qu'on arrive au rond-point, il voit que c'est l'école. Il a cette mine. Je le dépose. Quand j'arrive, c'est lui qui va vers la maîtresse. Hein. Parce qu'il sait que je vais le laisser. Il sait que je vais aller bosser. Il sait. Il n'est pas fou. Mais il n'a pas envie. C'est pour ça que je taquine toujours les parents. Je leur dis, il y a une différence entre comprendre et accepter. Quand tu rentres tard, on comprend. Il faut bosser. Mais est-ce qu'on accepte? C'est ça le truc. Les enfants, ils comprennent très bien. Mais eux, ils ont le droit de ne pas accepter. Et ils ont le droit d'exprimer le fait qu'ils n'acceptent pas. Exactement. Donc, un lundi matin, tu arrives chez le pédiatre, 8h midi, tu es avec tes 2 parents. Hey, Joe, arrête-toi aussi. Chaque dimanche, tu vas foutre la merde. Et c'est très important que tu le dises parce que, par exemple, tu vois, je pense que Karel et moi, des fois, on le réalise, mais on ne le réalise pas parce que nous, on travaille de la maison. Donc, tu vois, par exemple, Kélina, en plus, elle, c'était post-Covid, je pense que Kélina, jusqu'à ce qu'elle aille à la crèche elle avait quoi? 18 mois 19 mois. Elle était avec nous tout le temps. Tu vois? Et on se disait, on a tellement de chance parce que les parents qui font du 9 à 5, les mamans qui ont un congé maternité, qui doivent partir à 2 mois, laisser le bébé, qui finalement, tu vois pas les premiers pas. Tu es pas là peut-être pour les premiers mots. Tu vois rien. On se dit, mais en fait, on a tellement de chance de pouvoir vivre tout ça. C'est une folie. Donc, c'est pour ça que, tu vois, moi, par exemple, ces comportements-là, je les ai peut-être jamais vécus de Kélina parce qu'elle est tout le temps avec nous. Tu vois? Donc, c'est pour ça que moi, ça me surprend ce que tu dis parce que je l'ai jamais vécu. Et la question que je t'avais posée, c'était, c'est quoi les mythes de culture africaine ou sénégalaise qui t'ont le plus marqué que tu as entendu dans ton cabinet? Il y en a une déjà que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Je ne sais même pas comment en parler parce que ce truc, ça... On dit qu'un enfant, il ne doit pas manger un fruit nyamukao, donc un fruit qui est accroché. S'il n'a pas encore ses dents du haut. Celle-là, elle me fume. Et pourquoi? C'est quoi la raison? Je ne sais pas encore. Tu sais, moi, pourquoi j'aime parler de ces mythes-là, c'est que je cogite. Je prends du temps à réfléchir, à me dire, mais il doit y avoir une raison. Forcément. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir pourquoi on l'a dit ça au début. Pourquoi? Mais ça, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche encore. Hein. Qu'un enfant ne doit pas manger un fruit qui vient du haut. Du haut. S'il n'a pas encore ses dents de haut. Mais je me dis, mais mince, tous les fruits viennent d'en haut, à part la pastèque.
Tu connais des fruits qui sont des fruits du bas? Franchement, non. Donc, je me dis, donc, au final, la réflexion, c'est un enfant ne mange pas de fruits tant qu'il n'a pas les dents du haut. Donc, je suis en train de prendre ça de là et je cogite encore. Hein. Sincèrement, je pense des vraies séances où je réfléchis parce que tous les mythes, là, je m'y mets à fond. Oui, forcément, les mythes, il y a un historique derrière. Oui. Mais... Et je vais t'en donner une autre. C'est qu'on dit qu'un enfant, s'il mange des œufs, il parle tard. Donc, on a interdit de manger des œufs. Et ça, je n'ai pas encore trouvé aussi. Parce que techniquement, à chaque fois qu'on me dit, est-ce qu'un enfant peut manger des œufs? Je dis, mais ça n'existe qu'au Sénégal. Donc, vous imaginez bien que les gens mangent des œufs partout. Si vous avez la réponse en commentaire, ouais, ça, la réponse en commentaire, on le dit, hein, ça dit qu'un enfant qui commence la diversification alimentaire, tu ne donnes pas d'œufs parce qu'il n'a pas commencé à parler. Tu ne donnes pas d'œufs à un enfant. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être lié aux allergies? En fait... Parce que je sais que les enfants, quand on commence la diversification alimentaire, très vite dans le processus, on demande d'introduire un petit peu des œufs, d'introduire un petit peu les arachides. En fait, idéalement, on est censé introduire tôt. Oui, aujourd'hui, si on peut en parler, c'est tout l'inverse. Si on veut éviter qu'un enfant fasse des allergies à quelque chose, on l'introduit tôt pour qu'il acquiert une tolérance. Ça aussi, on l'oublie dans la diversification. On est là aussi pour acquérir une tolérance alimentaire. Et malheureusement, par exemple, le Maghreb, les Tunisiens, ils ont compris il y a longtemps. Tu sais, ils mangent beaucoup de noix. Oui. Eux, ils commencent très tôt. 3 mois et demi, 4 mois. Ils écrasent les noix, ils mettent ça avec une semoule et ils donnent une cuillère à l'enfant tous les jours. D'accord. Ça, quand j'ai vu, d'ailleurs, j'ai les Tunisiens dernièrement et quand ils m'ont décrit ça, j'ai dit, ouais, faites comme chez vous. Parce que c'est parfait. C'est une manière d'acquérir des tolérances par rapport à tous ces noix que vous aimez manger plus tard et les grands-mères ont compris. Mais vraiment, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on interdit de manger les œufs avant de commencer à parler. Après, j'ai pris ça dans un autre sens. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est par rapport à la mastication. Bon, parce que moi, je vais loin. Je vais aller un peu lier ça à la déglutition. Et donc, je vais là. J'ai dit, peut-être c'est les œufs. La texture, peut-être, qui fait que les œufs bouillis créent des problèmes. D'ailleurs, Okay. c'est une texture qu'on évite très tôt parce que même l'adulte, quand tu manges un œuf bouilli. Ah oui, non, ça peut t'étouffer. Ça peut t'étouffer. Bien sûr. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça. Peut-être que tant qu'on peut-être que c'est l'œuf bouilli et pas l'œuf. On ne peut pas faire avec un œuf bouilli. Et comme justement, ces mythes sont censés être régler des problèmes sans trop expliquer, peut-être c'est ça. On a interdit l'œuf tant qu'on n'a pas commencé à parler. Peut-être bien. Ah non, peut-être c'est peut-être ça. Je réfléchis encore, mais c'est la seule piste que j'ai aujourd'hui. Et après, quand les gens me demandent, j'ai dit, bon, de toute façon, l'œuf bouilli est évité, mais bon, tout le reste, moi, je ne vois pas c'est quoi le problème. En tout cas, pour ne pas parler, ils parleront. Comment tu réagis? Ça, c'est une curiosité, hein, mais comment tu réagis en tant que professionnel de santé quand justement tu n'as jamais été confronté à cette question? Tu as le patient qui arrive et qui te dit ça. Et qui te regarde droit dans les yeux. Je te jure, avec son sérieux. Avec son sérieux, parce que lui, c'est un vrai truc, qu'on lui a dit, qui te dit ça. Et je t'ai dit au début que maintenant je ne juge plus. J'ai pris du chemin pour arriver. Non, mais même si tu veux pas. Non, c'est-à-dire que. Même si tu veux pas juger. Tu sais, je consulte sans blouse. Ok. Littéralement. Il n'y a pas de blouse depuis 2021, je pense. Parce qu'il y avait un enfant qui avait été circoncis. Et il est arrivé au cabinet, il m'a vu. Et c'est comme s'il est tombé en 5 copes, tellement il avait peur. Non, mais on n'est pas bien, rigole. Parce que vraiment. Il a vu la blouse, non, il m'a vu, il est tombé dans l'escalier. C'est-à-dire qu'il m'a vu, pouf, déjà il était en train de pleurer parce qu'il ne voulait pas voir de médecin. Il m'a vu en blouse, c'était genre la peur de sa vie. Et c'est pour ça que je dis aux gens, vraiment, je n'ai pas compris. Avant, ça j'en profite pour glisser ça. Avant, je comprends que les gens fassent la circoncision tard. Il y avait toute une cérémonie avec l'enfant, il allait en groupe. Après, il était dans sa tenue. Il dormait avec ses autres potes. Ils avaient des enseignements. Il y avait d'autres souvenirs à part le fait qu'on ait coupé la quéquette. Aujourd'hui, on prend un enfant, on l'amène quelque part. Après, il est seul. On coupe la quéquette. On l'attrape. On lui montre que toi, on peut te faire ce qu'on veut. Donc, c'est traumatisant. Et puis, il n'y a qu'une cérémonie. Tu rentres chez toi, c'est fini. Pourquoi traumatiser autant des gosses? Il n'y a plus tout le truc culturel. Donc, moi, je ne comprends plus pourquoi on attend tard. Parce que tard, les gens ne se souvenaient pas que du couper quéquette. Ils sont passés à un autre stade de leur vie. Aujourd'hui, vous ne faites plus tous ces trucs culturels et on veut maintenir les 7, 8, 9, 10 ans pour traumatiser les gosses. Et donc, pour revenir à ta question, quand quelqu'un vient avec tout son sérieux me dire ça, non, il m'est arrivé, ça dépend aussi du degré que j'ai avec celle qui est devant moi. Parce qu'il m'arrive des fois éclater de rire dans mon bureau. Mais moi, je pourrais. Et les gens me disent, chaque jour, je mets une caméra cachée ici. Ah, j'ai du contenu pour animer tout ce que je vais animer dans la vie. Parce que c'est tellement plus naturel quand les gens me sortent leur truc. Ah non, mais j'imagine. Et que je suis là, je suis MDR. Des fois, tu sors ton truc, je suis MDR. J'ai dit, t'es sérieuse là? Non, mais c'est là où tu vois que être parent,
Je vais t'en mettre une là. Je te coupe, mais je t'en mets une parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours sidéré. Ça, c'est une collègue pédiatre qui avait sa fille, qui est du Burkina. Et en fait, quand ils font leurs dents chez eux, bon, après ça qu'on m'explique, on est censé aller sur la plage chercher des crabes. Un mâle et une femelle. Donc, les mettre au soleil pour que les os soient... pour qu'on puisse les piler pour en faire une poudre. Et en fait, après, on doit mettre ça dans la gencive de l'enfant pour que les dents sortent toutes droites. Elle, sa mère était magistrate. Elle est pédiatre. Elle est pédiatre. Elle n'a pas fait, hein. Mais dis-toi que pendant une semaine, quand on bossait ensemble, sa mère l'appelait, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'il m'explique le truc. Il dit que sa mère veut qu'elle prenne un billet, qu'elle vienne au pays pour faire ça. Pour sa fille. Et elle dit qu'elle ne capte pas, en fait, le niveau d'intellectuel. Ta mère est magistrate. Elle n'a pas fait. Et du coup, des mois après, quand les dents sont sorties, la mère lui dit vraiment, elle ne pensait pas que les dents pouvaient sortir droites. Si on ne faisait pas ça. Parce qu'elle a fait ça pour tous ses enfants. Elle est intellectuelle, hein, elle n'empêche. Ouais, il y a des traditions qui sont plus fortes que... Plus fort. Et tu vois, là, elle était choquée de voir sa fille avoir des dents sortir sans bizarrerie. Et c'est comme ça, limite, on est parti. Hein. Moi, ma propre mère, qui est biologiste. En fait, c'est ça le livre que tu dois faire. Tu devrais faire un livre sur tous les clichés et les histoires folles que tu as entendues. Tu m'as donné envie aujourd'hui. En pédiatrie. Je savais même pas que j'en avais autant dans la tête, c'est en parlant que ça vient. Et tu sais, les hernies ombilicales. Là. Oui. Quand mon fils est né, il y avait une hernie. Et en fait, bon, moi, j'aime pas frustrer les gens. Donc, ma mère venait bander. Donc, moi, le soir, j'ai débandé. Et un jour, elle a vu que j'avais enlevé la bande. Elle a dit à ma femme, mais donc, lui, depuis qu'il est né, là, chaque fois, Cher, il enlève. Elle dit oui. Elle dit, mais ça s'est refermé. Ma femme lui dit oui. Cher dit que ça se referme chez presque la plupart des enfants. Ceux qui auront la malchance de lutter avec leur grand-mère et que ça ne se referme pas, ils n'auront jamais la paix. Donc, souvent, même quand ils viennent à la conversation, je leur dis, bah, écoutez, quand on bande, il faut s'enlever gentiment, pour que l'enfant soit à l'aise. Parce que le truc, c'est que ça se ferme chez la plupart des gens. Et les grand-mères sont persuadées que c'est parce qu'elles bandent que ça va se fermer. Ouais. Donc, si tu vas en conflit avec elle, genre, je bande pas parce que le docteur Cher a dit, dans 3 ans, si tu fais partie des quelques pourcentages de la hernie ne se ferme pas, on est mal barré, toi et moi. Elle va nous répéter ça. Ça m'arrive avec un patient. Hein. Ça fait 5 ans que la grand-mère... C'est ton pédiatre là qui a dit ça. C'est ton pédiatre là, le nul là. Qui fait que mon petit-fils a... Oui. Et tu vois, c'est... Ma mère, et là, elle dit, effectivement, même quand on a commencé la diversification, je taquinais en disant que si tes enfants ne mangeaient pas, c'est parce que tu t'étais mal prise. Elle me dit, le petit est prétentieux. Et donc, j'ai commencé avec des concombres et tout. Elle dit, mais ça, on ne donne pas ça à un enfant, c'est trop tôt, il n'a pas de dents. Quand elle a commencé à mâcher, à avaler, elle appelle ses copines, mon petit-fils, il mange ça. Les grands-parents. Et tu vois? Et au final, c'est plutôt, lui, il fait ça. Parce que sa maman lui parle, sa maman est très... Et du coup, quand il fait du truc, elle dit, non, lui, il fait ça. Et c'est parti. Et ça, c'est fou, parce que quand tu le fais, tu es critiqué. Quand ça marche, tu as le crédit, c'est pour tout le monde. Alors, le crédit, c'est pour tout le monde. Hein. Le petit, ça, c'est mon petit-fils, ça. Et donc, voilà, quoi. Donc, du coup, les clichés, il y en a énormément. Et de différents pays. Quand on me dit qu'au Sénégal, un enfant garçon, ça soit à 4 mois, et qu'un enfant fille, ça soit à 3 mois, chaque fois qu'on me dit ça, j'ai dit, ça c'est marrant. Les Centrafricains font l'inverse. Donc, allez me dire, c'est quoi le délire? Non, moi, je te dis, tu dois faire le livre on va s'y mettre. de tous les mythes tu m'as mis ça et préjugés africains par rapport aux enfants. Ouais, non. C'est dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Mais il y en a beaucoup. Hein. Ah non, mais il doit y en avoir des tonnes. Ouais. Souvent, quand on me pose cette question, je suis bloqué parce que ça vient pas. Mais là, ce soir, j'en ai quand même eu pas mal. Non, franchement, merci énormément. Et non, je suis sûr que tu ne les as pas tous sortis. Parce que, en fait, tu les écris pas sur le coup. Tu vois, donc je vais commencer à les écrire déjà. Non, tu devrais. Pour les répertorier. Franchement, tu devrais. Parce qu'il y en a, et comme tu dis, pour ne pas perdre son sang-froid. Et des fois, je perds mon sang-froid. Il m'arrive de m'énerver quand quelqu'un insiste dans un délire de... C'est comme quand j'ai dit un jour, l'oreillon ne tue pas dans une vidéo. C'est une maman que j'ai qui a son enfant. L'enfant, il est très maladif. C'est un drépanocytaire SS. Il tombe malade tout le temps. Il est pas bien. Et je lui ai dit de faire le vaccin contre l'oreillon. Parce que j'étais en pleine épidémie, donc sensibilisé sur ça. Le vaccin, il est à 16 000. C'est pas... Elle me dit non, les vaccins, c'est cher, c'est pas à rembourser. J'ai dit, mais toi, quand ton enfant, il est malade, tu vas pas travailler, tu es malade toute l'année. Qu'est-ce que tu en as à faire, c'est pas remboursé. C'est pas la priorité, là. Elle me dit non, l'oreillon, ça ne tue pas. Elle, j'ai pas pu me retenir. Elle est sortie, j'ai fait la vidéo, l'oreillon ne tue pas.
Elle m'a écrit, hey docteur, c'est jusqu'à la vidéo. J'ai dit, c'est ça, c'est ça que tu as créé aujourd'hui. Ouais. Parce que si toi, tu es capable d'avoir cette réflexion-là, c'est-à-dire que d'autres mamans sont capables de l'avoir. Des fois, quand je fais la vidéo, celle à qui je parle, elle sait très bien que c'est elle qui vient de sortir de mon bureau qui a créé ça. C'est toi qui as créé ça. Et ça ne me dérange pas parce que ce que je te dis là, je te le dis, mais j'en profite. Pour passer un message à tout le monde, c'est ça. Bah oui. C'est ça. Il y a eu une patiente qui est venue 3 fois la semaine chez moi parce que le bébé toussait. Et elle allume un vite fait chaque soir dans la chambre. Toi, tu ne vas pas en passer à aller chercher un vite fait. Donc, tu es là, tu es médecin, tu viens, tu veux prescrire des choses pour la toux. Sauf que c'est un bébé, quoi. Il y a un truc, pourquoi il tousse? Je cherche. Et elle me dit, dans l'immeuble, il y a trop de moustiques. Pour que les gens comprennent, qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est un vite fait, c'est les spirales. Voilà, c'est les bâtonnets là qu'on allume. Pour les moustiques, anti-moustiques, et qui dégagent de la fumée. C'est toxique. Même toi, quand tu es à côté, ça te gratte la gorge. Donc, quand il y a un bébé, bah, il tousse. Et tu me l'amènes. J'ai dit, mais il ne fait pas de fièvre. J'examine l'enfant. Je vois que c'est irrité par là. Je dis, mince. Je suis obligé de traiter parce que c'est irrité. Une fois, 2 fois, j'ai dit, mais qu'est-ce que parfum fort, tout. Parce qu'au Sénégal, on aime trop ces trucs-là aussi, tout ce qui est parfum. On va mettre partout sur soi, on prend l'enfant. Donc, je gère tout. C'est des Cap-Verdiens. Et là, elle me sort, il y a trop de moustiques dans l'immeuble. Parce qu'au début, quand je reçois des gens, dans cette première 10 minutes, 30 minutes qu'on passe ensemble, je sais où tu habites. Donc, par défaut, tu m'aurais dit zone de captage mariste. Direct, ça serait allé vers les moustiques. Mais elle n'habitait pas dans ces zones. Elle habitait Dieuppeul, je pense. Donc, du coup... Tu élimines des possibilités. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, le truc. C'est que des fois, ça m'énerve quand un patient me dit elle arrive à mon heure où je dis ça, prends-moi vite fait. Il n'y a pas de consultation vite fait. Tu ne peux pas savoir c'est quoi qui t'amène. Tu ne peux pas savoir c'est quoi le problème. On ne peut pas le cerner. Il m'arrive parler à quelqu'un 45 minutes. C'est les 2 dernières minutes où j'ai compris le problème. Parce que justement, il faut qu'on se donne le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, l'une des premières vidéos que j'ai faites sur Instagram, celle qui a vraiment fait le déclic des capsules, après avoir présenté et tout, quand j'ai acheté mon matos, je pense, la première vidéo que j'ai faite, je reçois une maman avec 2 enfants. Et en fait, ils viennent pour des réveils nocturnes. Et l'enfant se rêve la nuit, elle range des trucs. Elle est avec sa sœur, heureusement d'ailleurs. Parce que la mère seule n'aurait jamais réglé le problème de l'enfant. Là où elle a amené le problème, ça ne marchait pas. Et en fait, elle vient m'expliquer que l'enfant, il est nerveux, elle est nerveuse, qu'elle se réveille la nuit, qu'elle a même frappé sa sœur et qu'elle range des trucs à pas d'heure. Et sa sœur confirme. Chaque fois qu'elle mal, elle confirme. Donc là, et sur le coup, dès qu'elle commence, je dis, mais c'est dans quoi je m'embarque? Ça, c'est pas pédiatrique. Peut-être que j'envoie chez pédopsychiatre et tout. Mais je suis curieux. Donc, j'engage la conversation. On commence à discuter, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Je vais arriver à la chute parce que le problème de cet enfant, c'était qu'en fait, il était accro au biberon et au Cerelac. D'accord. Donc, ce n'était que ça. Toute sa vie, elle a 4 ans aujourd'hui. 4 ans ou 5 ans. Et en fait, elle était heureuse dans sa vie. Il y a 2 semaines, j'ai cherché un deuil. J'ai mis un poisson qui était mort. C'était pas ça la cause. J'ai cherché un problème psychogène, quoi. Il y a eu une tante qui est arrivée à la maison. Heureusement, la petite a parlé de la tante. J'ai dit, la tante là, c'est pas possible. Il y a 2 semaines, ça commence. Je reste sur la tante. Je pense à des sévices. Je vais loin, mais je reste, je cherche. Mais c'est pire qu'un sévice, ce qui s'est passé. La tante est arrivée et elle n'a pas compris pourquoi l'enfant de 5 ans prend encore un biberon. Un biberon. Elle a dit, ah, non. Ça s'arrête. C'est la grande sœur de la maman. Elle a fait de manière africaine. Donc la petite, dans son mal-être, a arrêté le biberon. Du jour au lendemain, elle a faim. Elle n'arrive pas à dormir. Elle est nerveuse. Elle a faim. Elle a faim, ben oui. Et elle n'ose pas parler du biberon. Parce que c'est devenu un tabou. Ouais, c'est devenu, Toi, tu n'es plus un bébé. Arrête les biberons. Exactement. Et donc, la petite, elle est nerveuse. Elle ne dort pas la nuit. Tous les problèmes, parce qu'elle avait faim. C'est une folie. Hein. C'est une folie. Donc, on a ramené le céréal en pot. Parce que le biberon, comme elle avait éliminé, c'est bon. Le lendemain, ma maman m'appelle. 2 jours après, elle dit, elle dort la nuit. Normal. Elle est normale. J'ai dit, ouais. Et tu vois, c'est fou. Non, tu dois voir des cas, tu dois voir des choses. En tout cas, franchement, moi, je t'invite, fais ce livre. Je te jure que fais ce livre. En tout cas, ça a été encore une fois un plaisir de te recevoir. Merci pour ce bonus. Merci pour les anecdotes. Comme je vous ai dit, allez suivre Cher sur ses réseaux parce que vous allez apprendre des choses, vous allez rigoler parce qu'il sait mettre de l'humour dans ce qu'il fait et vous allez pouvoir partager ça à toutes vos amies mamans, vos amis papas, à tous ceux qui sont dans ce rôle de paternité, de maternité et vous leur ferez que du bien en leur partageant les informations que Cher nous partage. La team incroyable, je vous dis encore une fois merci.
et à bientôt. Peace. Le OV Show.